Salut tout le monde, bienvenue à ce 117e épisode du podcast Femmes de fer. J'aimerais prendre le temps de dire bonjour à tous ceux et celles qui se sont abonnés à l'infolette dans la dernière semaine. C'est vraiment le fun de vous voir en grand nombre. Pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, si vous êtes abonnés à l'infolette, vous allez recevoir des nouvelles du podcast, des nouvelles aussi des femmes qui ont passé depuis le début sur le podcast, donc qu'est-ce qu'elles font présentement. Chaque mois aussi, je mets en valeur des entrepreneurs qui se confient sur un sujet important pour elles. Et si vous êtes abonnés présentement, vous allez recevoir un code promo de la marque Atelier B avec qui je discute aujourd'hui. Alors, allez vous abonner dès maintenant. Cette semaine, je reçois Catherine Métivier et Anne-Marie Laflamme, les deux femmes derrière la marque de vêtements Atelier B. Ça fait plus de 10 ans que je suis la Révolution et malgré leurs nombreux challenges qu'elles ont vécus, elles sont toujours là et j'en ai profité pour leur demander leur secret de cette longévité. Elles représentaient l'éco-responsable, local, l'éthique, la mode circulaire, le zéro déchet avant même que ces sujets deviennent connus. Vous allez voir, on a pas mal de fun, il y a bien des fous rires durant l'entrevue et ces femmes sont vraiment inspirantes. Elles représentent l'innovation au Québec. Alors, bonne écoute. Bonjour à vous, je suis votre animatrice Sophie Montminy et je me suis donné la mission de vous faire découvrir des femmes qui décident de faire entendre leur voix et de bouger les choses dans leur communauté, leur travail et leur famille. Peu importe où vous vous trouvez en écoutant le podcast, on a besoin de leaders positifs comme vous. C'est le temps de se laisser inspirer, d'ouvrir vos horizons et de changer le monde un pas à la fois. Bienvenue à Femmes de fer. Bonjour Catherine, bonjour Anne-Marie. Salut Sophie. Ça va bien? Je suis vraiment contente de vous parler, les filles, parce que vous faites partie de ma vie, de mon univers depuis, je pense, le début de votre marque. J'essayais de me rappeler les débuts d'Atelier B et j'ai l'impression, parce que avant, moi, j'étais au magazine Clin d'œil et j'ai l'impression que j'ai parlé de vous quand vous avez commencé ou presque. Et je pense que dans nos premières coupures de presse, il y avait quelque chose de toi, oui. Vous fêtez vos 10 ans et il y a tellement de choses qui se sont passées depuis ces 10 ans-là, dont, c'est ça qu'on parlait avant qu'on commence l'entrevue, la COVID, évidemment, et qui a changé, j'imagine, comme bien des gens, votre compagnie. Mais moi, je veux savoir un peu comment ça fonctionne, justement, votre day-to-day en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? On est rendu une petite équipe. Quand on a commencé, là, en fait, le 10e anniversaire, c'est pour notre lieu ici, l'atelier physique. Ouais. Mais Atelier B, le premier article, je pense que tu as fait sur nous, là, je pense que c'est 2009. Fait que ça fait 12 ans, presque 13 déjà. Je veux pas te vieillir. Non, c'est ça. Puis nous, on a commencé à travailler sur le projet en 2007, avant de le mettre sur le marché. Ouais. On dirait que ça fait depuis toujours là, que Atelier B, c'est notre vie. T'sais, au début, on était dans notre appartement toute seule, la jeune vingtaine, dans notre pleine d'énergie. Appart de Verdun. Pleine d'énergie, avant. Ouais, ce qu'on a pu comme avant, ce qui est bien normal. Puis c'est ça, maintenant, on est une équipe de 8-9 personnes. Il y a la boutique qui s'est ajoutée aussi en 2011. Là. C'est ça qu'on célèbre, ce lieu-là qui est à la fois boutique et lieu de création et de fabrication. On a une partie de notre temps qui est passée à enseigner aussi, ce qu'on faisait pas à cette époque-là. On enseigne à l'UQAM puis à Concordia. On a une partie de notre temps qui est utilisée pour le design en collaboration avec toute l'équipe. Non, c'est un projet collaboratif, là, la création des collections puis de tout ce qui passe dans l'atelier. En fait, maintenant, on le fait avec la gang puis ça rend ça vraiment plus dynamique. Puis on se partage aussi les idées puis les résultats. Ouais, toi, Catherine, ça serait quoi tes tâches spécifiques de ton côté? Moi, je m'occupe plus de la production, le lien avec les fournisseurs, les sous-traitants. Moi, je travaille surtout avec les filles de l'atelier pour construire les échantillons, les patrons aussi. Moi, je suis plus comme derrière la production, le vêtement, les finitions, la qualité. Et toi, Anne-Marie? De mon côté, c'est plus tout ce qui est trait aux communications, vente. Moi, je travaille un peu plus avec l'équipe boutique, avec les gens je m'occupe plus des réseaux sociaux, des infolettres, des relations de presse, des gestions des événements aussi, puis des projets spéciaux. Tous les petits projets qu'on greffe autour d'Atelier B, là, nous, c'est ce qui nous rend le plus heureux, je pense, dans notre travail, c'est que oui, il y a nos collections, mais il y a aussi une multitude de projets autour qui fait qu'on peut
essayer des choses, apprendre, collaborer avec des gens d'autres disciplines aussi. Ce que je trouve intéressant en regardant Atelier B, c'est que vous l'avez dit, vous avez commencé ça dans votre appartement, puis j'imagine qu'à un moment donné, ça a pris le dessus de votre appartement, fait que vous n'aviez pas le choix de trouver un lieu pour... Vous pouvez plus ouvrir le frigidaire. Il y avait trop de vêtements partout. Des boîtes, des tissus. Des machines, des racks. Est-ce que vous vous rappelez? Quand on a commencé l'appartement, on avait un petit atelier dans le sous-sol. Puis là, à un moment donné, c'est devenu comme une grosse partie de notre temps, mais il faut savoir que à ce moment-là, on faisait tout, là. On était étudiante, puis on avait des emplois. Moi, je travaillais dans le domaine plus de la recherche académique, dans le domaine du vêtement puis des nouvelles technologies. Catherine, elle avait une job temps plein de designer. OK. Puis, elle était étudiante à temps partiel. Moi, j'étais étudiante à temps plein. Puis, Atelier B, c'était comme notre projet un peu de nuit, là. On avait de l'énergie. C'est juste ça. Quand on a commencé à justement avoir de l'intérêt des médias puis des boutiques, puis qu'on a comme donné plus de place à ce projet-là, on a reçu notre première stagiaire. Puis là, on a dit, oh mon Dieu, on peut pas la recevoir dans notre sous-sol. On a dit oui, parfait, telle date, super. On a dit OK, il faut qu'on fasse quelque chose. Fait qu'on a monté l'atelier en haut. Ça s'est mis à prendre toute la place dans notre vie. On a sorti le piano, on avait une espèce de grande salle à manger dans une pièce double avec un piano, des bibliothèques, c'est ça. On a tout vendu ça, puis on s'est fait envahir par l'atelier. Puis à un moment donné, on pouvait plus cuisiner parce qu'on voulait pas que ça sente la nourriture. On pouvait plus recevoir. Les gens voulaient plus venir chez nous parce qu'on leur demandait de nous aider. De toute façon, on faisait travailler. Si je vais chez vous, faut-tu que je travaille? Ah, OK, non, je vais pas. Faut-tu juste mettre des étiquettes pendant qu'on jase? Ça a duré 2 ans à peu près que ça a pris de la place comme ça chez nous. Mais avec le recul, moi, ce 2 ans-là, je le vois beaucoup plus long que le 10 ans qu'on a passé ici. C'était comme tellement dense, puis tellement intense, puis tellement difficile que c'est ça m'a paru long. Est-ce que vous vous rappelez du point de départ d'Atelier B où c'était juste « Ah, on aime faire des vêtements, fait qu'on fait des vêtements ». Y avait-tu une ligne directrice au départ quand ça prenait tout ce temps-là dans vos vies? C'est en 2007 qu'on a décidé de faire un projet qu'on pensait pas qu'on se lançait en affaires là, à ce moment-là. On faisait des vêtements pour le plaisir, pour nous. À l'époque, là, les vêtements en coton bio, fabriqués au Québec, c'était surtout des t-shirts qu'on trouvait. On s'en retourne en 2007. Brun avec un arbre ouvert avec un signe de recyclage. C'était tout ce qu'il y avait dans le domaine éthique avec des fibres naturelles, mettons. On parlait pas de développement durable dans ce temps-là, on parlait de mode éthique, on parlait un peu de production locale, mais c'était pas vraiment, ça prenait pas de la place comme aujourd'hui, là. Ouais, vous étiez vraiment à l'avant-garde. On avait comme des valeurs dans nos vies, là. On est comme des hippies, là, malgré nous, là. Épico. Des hippies du Myland. On voulait que ce soit des fibres naturelles. On voulait avoir comme des engagements par rapport à notre impact. On voulait que notre projet ait un impact positif. Puis, en fait, au début, c'était pas notre projet. On voulait juste dépenser notre argent comme ça. Puis, on trouvait pas. On dit, il y a rien d'intéressant qui est... Puis même les designers locaux, à ce moment-là, ils travaillaient beaucoup avec des fibres synthétiques, beaucoup de polyester, d'acrylique. Puis comme nous, on avait étudié en textile, on avait une sensibilité pour ces matières-là, puis on trouvait pas ce qu'on cherchait. Fait que ça a été ça le point de départ. Au début, on a travaillé beaucoup avec des matières recyclées. Les 2 premières années, avant de le mettre sur le marché, on a testé les matières recyclées. On n'arrivait pas à avoir la qualité qu'on recherchait. Puis là, on s'est mis à trouver des fournisseurs. Au début, on travaillait surtout avec des jerseys puis des cotons wattés, des French terry. Puis là, on travaillait pour essayer de rajouter un peu de couleur puis texture. On faisait beaucoup de sérigraphie aussi à base d'eau avec, pour mettre des motifs. C'était très géométrique. Ce qui est arrivé, en fait, c'est vu que justement, on offrait quelque chose. Il y en avait une place à prendre. Elle était pas prise, cette place-là. Ben rapidement, le téléphone a sonné. Puis nous, on avait un blog. C'était avant les réseaux sociaux, là. C'était comme des blogs. Puis je sais pas comment ça. Notre blog, a fait comme... Il y a eu des visites, là. Je sais pas trop. Je me rappelle plus comment on faisait pour parler de nous à cette époque-là. Mais le premier appel qu'on a eu, c'est le Nightlife, qui est un magazine papier à l'époque. Qui avait fait une entrevue sur nous dans notre atelier. Puis on avait, à ce moment-là, on avait une série d'échantillons. On n'avait rien à vendre. Puis on jouait un peu la game, tu sais. On était comme... Ah ouais, mais notre collection, on s'inspire de, puis notre collection, puis elle est en vente où? Ben là, directement notre atelier, rendez-vous. Puis après l'article, ben là, il y a des boutiques qui nous ont appelés.
OK. pour vendre nos produits. Fait qu'on a commencé à fabriquer des petites séries, puis on s'est inscrit à des marchés d'artisans. Puis on est rentré dans comme 3, 5, 10 boutiques progressivement. Tranquillement, pas vite, vous êtes devenu comme un... En tout cas, moi, c'est ma vision à moi, mais corrigez-moi si je me trompe. Mais vous êtes quand même devenu un pilier ou une marque qu'on regarde, qu'on observe et qu'on va dire, OK, eux autres, ils sont solides. Ils savent ce qu'ils font dans ce milieu-là. Dans le sens que dans les dernières années, l'économie durable, tout ce qui est local, éco-responsable, c'est vraiment devenu dans notre langage. Mais vous autres, vous faisiez ça depuis le début. Donc, pour vous, c'était pas vraiment une surprise d'arriver dans cette conversation-là. C'est à l'essence de pourquoi le projet est né. Mais ce qu'il a fallu faire, nous, c'est qu'on voulait rester justement à l'avant-garde. T'sais, on voulait pas... Ce qui était à l'avant-garde, il y a 12 ans, ben, tant mieux, c'est devenu des pratiques courantes. Ouais. Fait que là, nous, comment on fait pour continuer d'innover puis justement rester une marque qui... C'est un beau compliment, là. Tu nous as fait, merci, on le prend. Mais comment on fait pour rester, justement, le modèle à regarder, entre guillemets, là. Ouais. Rester inspirante puis innovante. Fait que ça a été comme des grosses réflexions, puis c'était un apprentissage constant aussi, là, puis c'est de la recherche, puis c'est notre côté peut-être académique aussi qui ressort dans ce temps-là, tu sais, le fait qu'on est allé étudier à l'UQAM, puis après ça à Concordia, puis on a travaillé avec des gens qui étaient plus dans le domaine de la recherche, fait que c'est comme si ça vient nous garder connectés aussi sur la nouveauté puis l'innovation. Sinon, ben bien s'entourer, là, ça nous a aidé à peut-être avoir l'air de savoir ce qu'on faisait. Parce qu'on s'entourait de gens qui avaient des compétences que nous, on n'avait pas peut-être. Qui, encore aujourd'hui, là, je veux dire, c'est toujours nos projets, c'est toujours grâce à un réseau de collaborateurs puis d'experts. Mais quand vous travaillez justement les collections, Catherine, peut-être tu peux m'en parler. Toi, tu es directement là-dedans. Est-ce qu'il y a des difficultés encore aujourd'hui quand on veut parler de durable, éco-responsable? Est-ce que tu rencontres encore des difficultés de ce côté-là? S'approvisionner en matière naturelle, savoir la provenance des matières, c'est toujours un défi. Le choix des matières disponibles aussi, c'est dur à trouver. Ouais. De qualité en plus. Parce que c'est bien beau d'avoir un coton bio, mais si après le premier lavage, il tourne puis il rapetisse, ben ça donne rien. Ton vêtement, il va aller aux poubelles. C'est drôle parce que des fois il y a de la résistance aussi pour nos collaborateurs. T'sais, on leur demande de faire des choses différemment puis ça peut les déranger. On a un projet en ce moment pour recycler les retailles, réutiliser 100% de nos retailles pour que notre production soit complètement zéro déchet. Puis on fallait demander à notre coupeur, qui est un collaborateur depuis justement 12 ans, de changer sa façon de faire avec nos retailles. On lui demandait de tout, tu sais, préparer des sacs avec nos pièces coupées. On lui demandait de nous préparer des sacs aussi avec nos retailles parce qu'on allait les récupérer. Donc, ça l'obligeait à les entreposer, ça prenait de la place. Ça faisait une étape de plus aussi à son équipe parce que d'habitude, il garoche toute sa terre, puis là, c'est sali, puis ça va être ramassé plus tard. Mais là, nous, on lui demandait de les garder propres, puis fait que là, il y avait une résistance. Puis quand on est allé au Dragon parler du projet, puis là, il nous a vus à la télé en parler. Là, il s'est mis à prendre soin de nos retailles, à expliquer à tout le monde. Même si nous, on lui avait expliqué pourquoi on faisait ça. Tout d'un coup, ça a pris une importance. À la TV en parler, là, il y avait plus de résistance du tout. Fait que j'avais plus besoin de leur rappeler, oublie pas, faut que tu me gardes des retailles. Je l'écrivais sur chaque feuille, garder toutes les retailles. Ouais. Puis il était fier, tu sais, c'est comme si, là, ça donnait de la valeur à notre projet qui était un petit peu fatigant, mais là, finalement, il participait à ça puis il était fier. Ouais. Mais j'imagine que lui aussi, ça peut le pousser à amener ça à ses autres clients. Oui, même s'ils ont implanté plein de nouvelles, ils sont en train d'implanter plein de choses, puis ils nous appellent des fois pour nous poser des questions. Ils appellent Catherine, j'ai un conseil à te demander, comment je fais telle chose, qu'est-ce que t'en penses? Pour améliorer leur pratique en développement durable. Fait que, puis des fois, ils n'ont pas ce vocabulaire-là, tu sais, mais ils comprennent. On veut faire mieux les choses, on veut avoir moins de déchets, on veut réutiliser. On a un client qui gaspille beaucoup. On va prendre ces retailles puis on va trouver des solutions pour les valoriser. Fait que, non, je pense que ça crée un mouvement. Puis c'est ça, nous, qu'on veut faire. Tu sais, c'est pas... on veut pas faire avancer les choses puis que les autres restent en arrière puis que nous, on ait l'air meilleur. On veut comme tirer tout le monde avec nous. Ouais. Puis, ça, c'est des choses, les sous-traitants en arrière, tu sais, c'est des choses qu'on voit pas tant que ça. Tu sais, c'est un peu comme le côté technique de notre industrie. Mais
c'est bien beau, tu sais, justement faire des entrevues, puis avoir une présence dans les journaux, tout ça, mais si ça réussit à les faire bouger eux aussi, Ouais. c'est motivant. Quand on parle de mode, qu'on s'en va dans l'éco-responsable, mais il y a quand même le mot mode. Et souvent, j'aime ça, mettre ça de l'avant dans le sens que l'industrie de la mode est extrêmement polluante. C'est le challenge de toutes les marques, mais je pense pas que c'est toutes les marques qui se posent ces questions-là. Mais tu sais, on veut sortir des nouvelles collections, on veut suivre certaines tendances ou pas. Comment vous approchez ça? C'est une question vraiment compliquée, là. Nous, on a toujours eu de la misère avec le mot mode. Puis d'ailleurs, on n'est pas allé étudier tout de suite en mode. Catherine et moi, on se connaissait pas. Mais moi, je suis allée étudier en sciences. Catherine est allée étudier en musique classique. Puis on hésitait d'aller en mode, même si toutes les deux, on faisait de la couture puis qu'on aimait les vêtements parce qu'on avait beaucoup de préjugés face à cette industrie-là. Puis on avait de la misère à se projeter dans ce monde-là. On avait peur de pas avoir d'amis, d'être, c'est comme un peu bizarre. Fait qu'on s'est, évidemment, quand on s'est trouvés là, on avait peut-être 2 ans ou 3 de plus que la moyenne. Ça fait quand même une différence quand t'as 20 ans, 21 ans. On s'est trouvés puis on est rapidement devenus amis. Tu sais, c'est rare qu'on dit qu'on est designer de mode. On va dire designer, on va dire qu'on a une marque de vêtements, mais c'est comme le vocabulaire relié à la mode, c'est vraiment délicat pour nous. À cause de justement ces connotations-là par rapport au gaspillage, à la pollution. Mais tu sais, des vêtements, on voit ça comme quelque chose de futile, mais on en porte collé sur nous presque 24 heures sur 24. Fait que c'est dur de dire « Ah, moi, ça m'intéresse pas » ou « C'est pas important ». Ça affecte notre humeur, notre confiance en nous, notre agilité, notre confort. Tu sais, ça a un impact. Puis tu sais, on se sent pas coupable de mettre une belle œuvre au mur, puis de l'admirer, puis de dire comme « J'ai une œuvre sur mon mur qui affecte mon humeur puis qui me fait du bien ». Mais on se sent coupable de dire ce vêtement-là, j'ai plus confiance en moi, puis il me fait le matin, il part bien ma journée quand je le mets. Tu sais, c'est comme si c'est mal vu. Alors que c'est super important. Moi, souvent, quand je me demande pourquoi on fait ça, on a-tu vraiment besoin de vêtements? Tu sais, des fois, on remet en question un peu notre travail, là. On lâche tout, on s'en va au travail social. Changer le monde. Mais tu sais, je reviens à ça, je suis comme non, tu sais, nos clients, ils nous le disent tout le temps, ça leur fait du bien, ça les aide, ça leur donne confiance, il y a comme un attachement émotionnel aussi aux vêtements. Ouais. Après ça, c'est de le faire le mieux possible, tu sais. De créer des emplois qui sont dignes pour les gens qui les occupent, d'avoir le moins d'impact possible sur l'environnement, tu sais, d'avoir comme une vue d'ensemble sur l'impact de ce que nos produits ont dans le monde. Justement, est-ce que vous développez des collections? Comment vous approchez les nouvelles pièces que vous faites? T'sais, on a longtemps fait les 2 collections par année qu'on présente puis qu'on sort au printemps, à l'automne. Puis là, tu sais, justement, avec la pandémie, ça nous a ramené à une façon de faire beaucoup plus lente, des plus petites collections, commandes à l'unité pour nos clients, pour éviter les surplus d'inventaire, pour répondre vraiment à la demande de nos clients. Puis, comme Anne-Marie disait, on pense nos collections de saison en saison. Il faut que tu puisses te construire, toi, ta collection Atelier B. Que des pièces que tu as achetées il y a 4 ans, ben, tu vas pouvoir les porter avec tes nouvelles pièces de cette année. Donc, on essaie qu'il y ait un fil conducteur dans chacune des collections. On est des fans de casse-tête, là. C'est comme si on construit un casse-tête et les pièces vont ensemble, tu sais, puis ça fait comme un nouveau paysage. Ça l'élargit comme l'horizon à chaque collection, mais il y a rien qui est plus bon. En tout cas, c'est ce qu'on veut. Tu sais, on veut que ça s'ajoute, ça se complète. Puis, tu sais, nos clients, ils portent leurs pièces là jusqu'à temps qu'ils soient vraiment usés. Là. On les a vus parce que là, ils nous les ramènent maintenant parce qu'on a un programme de collecte pour ramasser nos vêtements. Ils les ramènent aussi pour qu'on les répare parce qu'on offre la réparation. Puis des fois, des fois, il faut leur dire, là, va falloir faire le deuil, là. Ton shirt de lin, là, que ça fait 6 ans que tu portes, aussitôt qu'il est propre, tous les jours de l'été. Ben là, on voit à travers. Là. On va t'en faire un autre. On a le patron. Est-ce que tu aimerais ça en avoir un autre? Un vêtement, pour qu'il y ait le moins d'impact négatif possible sur l'environnement, la première chose à considérer, c'est le nombre de fois qu'il va être porté. Ouais. Avant les certifications bio, avant n'importe quel brand, étiquette ou certification qu'on peut mettre dessus, c'est le nombre de fois qu'il va être utilisé. Fait que si nos vêtements sont utilisés et aimés beaucoup, puis qu'ils dorment pas dans un garde-robe, puis qu'ils sont portés souvent, à chaque usage, leur impact sur l'environnement diminue, tu sais. Ouais. Ça, c'est la chose. Fait que c'est pour ça que la qualité, c'est là-dessus qu'on veut pas faire de compromis. Est-ce qu'il y a une pièce qui revient
à chaque année ou tout le temps qui est comme un best-seller? La veste que Catherine porte, qu'on fait tout le temps dans plein de différentes, une espèce de veste manche à main, un peu ample, on la fait plus courte, plus longue, en lin, en moleskine. Tu sais, on a des variantes, là, c'est comme une partie des classiques. On a des modèles de pantalons aussi qui reviennent depuis je sais pas combien d'années. Là même, on a un élastique là, tu sais, avec il y a pas de plat en avant, mais il y a l'élastique au dos, c'est une jambe classique. Mais souvent quand on développe un nouveau style, il va rester plusieurs années. On va le réinterpréter, on va changer le tissu, on va l'améliorer aussi. Donc tu sais, c'est pas juste un pantalon qu'on fait une fois, puis ensuite on le met dans les tiroirs. On construit le style avec les années aussi. Puis on passe plus de temps à les peaufiner avant de les mettre sur le marché aussi. On va faire plus d'essayages, que les entreprises régulières, disons, qui sont dans le fast fashion ou juste dans le mode traditionnel. Parce qu'une fois qu'ils sont bien conçus, ben justement, on sait qu'on va les reproduire et les reproduire. Puis les clients s'attendent à ça. Ils vont nous demander, j'ai acheté une robe chez vous il y a 4 ans, c'était ma préférée. Dans quelle couleur je pourrais l'avoir. On a une cliente, entre autres, qui travaille avec nos robes en jersey. Elle travaille à Sainte-Justine. Et elle a nos robes en jersey. Elle nous en commande à peu près 4-5 par année de différentes couleurs. C'est son uniforme. Elle met ça tous les jours avec son sarrau. Je pense que ça fait 9 ans, 8 ans qu'elle les achète. Fait qu'elle, si on dit que c'est plus disponible, elle va être comme... Ben, je fais quoi? Puis on attire les gens qui recherchent cette constance-là. Puis on n'attire pas les gens qui vont avoir des vêtements peut-être plus tape à l'œil ou plus extravagants. Puis on achète des gens qui sont comme leurs vêtements sont plus sobres, puis on s'exprime peut-être plus dans la couleur avec nos vêtements que dans la coupe. C'est notre façon qu'on a trouvé. Puis après ça, les couleurs, ce qui est le fun, c'est que tu les agences différemment au fil du temps. Mais les couleurs, c'est rare qui se démodent complètement, tu sais, c'est la façon qu'on les combine. Qu'est-ce qui est le gage de votre stabilité là, après toutes ces années? Là? Dernièrement, certaines compagnies ont eu beaucoup de difficultés avec tout ce qui s'est passé, alors que d'autres ont vraiment eu une croissance incroyable. Vous vous situez où dans tout ça? Est-ce que vous avez une belle ligne de croissance? Est-ce qu'il y a eu des moments où vous étiez comme oh, qu'est-ce qu'on fait? On arrête, on sait plus ou pas du tout? Vous avez jamais... Il y a eu des montagnes russes. Ouais. Sûr. Et aussi, dans ces 12 dernières années, on est devenus maman, toutes les deux. Ça a fait des petites montagnes russes à ces moments-là aussi. On pensait pas qu'on était aussi essentiel dans l'entreprise. OK. On n'avait pas prévu... tu sais, tu peux pas prévoir. Hein? Quand tu deviens maman, est-ce que ça va être facile ou difficile? Est-ce que tout le monde va être en santé? Est-ce qu'il va y avoir des obstacles? C'est comme jouer au dé, là, c'est une surprise. On a tendance à être très optimiste et limite naïve, nous, dans la vie. C'est pour ça qu'on prend beaucoup de risques. Moi, j'avais cette vision-là un peu utopique de la maternité. Je me disais, mon bébé va tout le temps être à l'atelier avec moi, il va dormir en dessous de la table de coupe. Ça va être magique. C'est pas ça qui s'est passé. Fait qu'on avait un peu, c'est ça, on n'avait pas réalisé à quel point on travaillait. Si on enlevait ce travail-là, les ventes, ils descendaient, puis les produits, ils sortaient pas. C'est ça, fait que ça a fait... il y a eu un moment après, là, quand on est revenu de nos congés de maternité, les deux, parce qu'on s'est presque fait un relais. Moi, je suis tombée enceinte, Catherine n'était pas encore revenue. De l'avoir enceinte, ça a fait... ça a réveillé. Puis oui, ça a été difficile parce qu'on a eu une décroissance à cause de nos congés de maternité. On a eu même 1 ou 2 années presque à perte. Fait que là, on est revenu de nos congés de maternité. Là, il fallait remonter une côte, il fallait restructurer l'entreprise, traîner des dettes à cause de nos congés de maternité pendant d'au moins 2-3 ans. Ça a été comme... puis on s'est demandé, toi, tu veux-tu continuer? T'aimes-tu encore ça? Tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Ça prend de l'énergie, là. Mon Dieu, je t'émotive. C'est nouveau. Ça m'est jamais arrivé. Les deux, là, on était tellement contents d'être revenus. Puis je pense qu'on était comme réénergisés. Puis on avait du recul aussi face au projet. Fait qu'on était comme... On s'est roulé les manches, puis on est reparti avec plein d'amour pour l'atelier. Tu demandais qu'est-ce qui fait qu'on est encore là. On a réfléchi beaucoup là, dans les dernières années sur justement c'est quoi Atelier B, là? Puis pourquoi ça marche, tu sais, pourquoi on est encore là. Ça a parti, Atelier B, de notre amitié, en fait, tu sais. Puis c'est rare, une amitié qui est aussi durable que ça. Puis je pense que cette relation durable-là, on a reproduit ça dans nos autres relations, tu sais, avec notre équipe, avec nos clients, avec nos collaborateurs. Fait que c'est devenu comme notre motto. On s'est rendu compte que Atelier B, dans le fond, c'est des relations durables.
Fait que nos clients, quand il y a des obstacles, ils restent, tu sais, ils nous aident, ils nous donnent un coup de main, justement notre coupeur, nos sous-traitants, tu sais, tout le monde est comme, quand il y a des périodes difficiles, on leur dit, hey, là, on vit une période difficile, mais on a eu des bonnes périodes, puis ils nous ont accompagnés là-dedans aussi, fait que des fois, c'est donnant-donnant, tu sais. Fait que la pandémie, on venait de remonter cette côte-là, on a tout restructuré, ça faisait 2 ans, ça commençait à bien aller, on avait participé à un parcours d'entrepreneur pour comme repenser notre modèle d'affaires, solidifier les bases, tu sais, comme faire le ménage. On avait mis plein de choses en place. En fait, une chance, on avait fait tout ça parce qu'on venait de mettre l'accent sur la vente en ligne, refaire un nouveau site web. On avait rebalancé nos inventaires, réfléchi à comment on allait produire un peu à l'interne, moins être dépendant de nos sous-traitants, faire plus de ventes directes, être moins dépendant de nos distributeurs. Fait que là, quand la pandémie est arrivée, ben les sous-traitants ont fermé, les détaillants ont fermé. Fait qu'il restait juste nous, notre propre structure pour nous faire poursuivre. Ouais. On s'est concentré sur la vente en ligne qu'on venait d'organiser. On s'est concentré sur la production. Tu sais, on a été une couple de semaines toutes seules, toutes les deux, à coudre, à regarder nos inventaires de tissus en se disant combien de temps qu'on pourrait rouler là-dessus si on n'a plus accès à des fournisseurs, si on n'a plus accès à personne. Tu sais, si on est comme... On revient en 2007, les deux toutes seules dans notre appartement. Là. Ouais. Puis là, on dit, hey, une chance qu'on sait tout faire, hein. Moi, j'étais à la coupe, puis Catherine était à la machine à coudre, puis il y a eu une période, on était comme, c'est ça, exactement comme en 2017-2008. On avait du fun pareil, c'était un peu stressant parce que là, on avait des enfants à nourrir. Ouais. On avait des enfants aussi qui nous tournaient autour, là. Il y avait pas de garderie. On n'avait pas ça quand on avait 20 ans. Non, c'est ça. Puis moins de responsabilités. Puis finalement, ben ça n'a pas été long que l'équipe... Ben premièrement, il y a eu plein d'aides annoncées aux entreprises, aux personnes aussi. Tu sais, il y a comme eu 2 semaines vraiment d'incertitude au début de la pandémie. Puis là, après ça, il y a eu comme, OK, le gouvernement va nous aider, il y a des programmes qui s'installent. Puis là, nous, on a des clients qui travaillent dans le système de la santé qui nous ont demandé de leur fabriquer des masques, des couvre-visage. Au début, c'était un peu controversé, là, tu sais. Fait qu'au début, on l'avait pas annoncé, on en vendait juste on avait comme un lien direct avec nos clients du domaine de la santé. Puis c'est parce que eux, il y avait des amis médecins en Italie qui devaient aller travailler avec un foulard là, dans le visage parce qu'il y avait une pénurie de masques partout dans le monde. Donc, ils nous avaient dit, hey, on peut-tu s'en fabriquer puis se faire des réserves avant que cette pénurie-là arrive? Fait que, genre, le 20 mars, on faisait nos premiers masques pour nos clients du domaine de la santé. Puis, autour du, genre, 25 mars, les clients, tout le monde nous le demandait. Ouais. J'ai comme un souvenir que le 27, on les a mis en ligne. Puis là, ça a été comme... La folie. La folie. Ouais. Il y a eu comme... On était vu comme dans les premiers masques fabriqués au Québec qui étaient disponibles on avait déjà comme des photos, puis les produits étaient développés, puis étaient en ligne. Là, ça a été comme la folie. Là. On n'a jamais eu autant de commandes en ligne que ça. Il a fallu faire revenir l'équipe, tout ça. Puis on était contentes. On était comme, bon, mais au moins, tu sais, notre savoir-faire est utile. On se sent comme, on se tourne pas les pouces chez nous. On n'a pas, il y avait des gens qui disaient, je vais apprendre une nouvelle langue, je vais rénover ma maison. Mais nous autres, on n'a pas eu ce moment-là de qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps libre, là. Ça a été comme... On coûte des masques. On coupe au cou. Puis, c'est sûr que on n'est pas particulièrement intéressé à faire que ça non plus. Tu sais, on voulait pas faire que ça. C'est pas particulièrement excitant. Fait que nous, on avait reçu nos matériaux pour l'été. Puis, on avait développé notre collection, mais elle n'était pas encore produite. C'est ça. Donc, on avait les photos, les matériaux, tout ça. Fait qu'on a dit, ben, on a offert à nos clients, dans le fond, de faire sur commande chacun des items de notre nouvelle collection. On a mis la collection au complet en pré-vente sur la boutique en ligne, en se disant, tu sais, au moins, on va essayer d'en vendre quelques-uns, tu sais. Ça a été super bien reçu. Nos clients ont comme tous passé des commandes. J'ai comme l'impression qu'il y avait un mouvement un peu de solidarité, là. Ils auraient peut-être pas acheté autant, mais là, vu qu'ils étaient dans des situations où eux, ils étaient pas en état de précarité, ils voulaient encourager leur marque préférée. Puis de toute façon, il n'y avait plus de resto, il n'y avait plus de sortie. Fait qu'il y avait comme un budget qui s'est dégagé. Ouais, puis il y avait ce mouvement-là aussi. Là. Tout le monde était un peu à la recherche. OK, quelle marque ou quelle entreprise que je peux aider, là, que je veux pas perdre. Parce sauver que des emplois. Sauver des fermetures. Oui. Puis encourager, faire découvrir aussi. Moi, je me rappelle, au début, tu sais,
je fais beaucoup au niveau des restos dans mon quartier. Je me disais, mais là, je veux pas que mes restos préférés ferment. Fait qu'on, tu sais, en take-out, on va le mettre de l'avant. Take-out, certificat cadeau. Ouais. C'est drôle parce qu'on en parlait hier avec les filles dans l'équipe. Ils nous disaient, vous êtes bonnes en situation de crise ou de stress. On est en mode solution. On dirait que c'est même là qu'on a le plus d'idées puis de projets. Tu sais, on avait fait une illustration spéciale avec une de nos amies, Catherine Damour, qui est illustratrice avec, c'est ça, il y avait un dessin pour comme une espèce de souvenir là, de la pandémie. C'est vrai, mais là, avec le recul, c'est un peu ça, c'est comme notre t-shirt souvenir pandémie 2020. C'est une petite maison, là. C'était comme la planète, c'était comme un virus en dessous. C'était très mignon. On avait fait des t-shirts pour enfants, puis des t-shirts avec ça que un ami du quartier qui était sérigraphe avait fait chez eux. Puis c'était bizarre de collaborer, tu sais, parce qu'il fallait comme pas se voir, pas se... Fait que là, c'était comme on allait déposer la boîte dans son corridor de son atelier. Puis après ça, il venait nous livrer la boîte sur notre balcon une fois que c'était imprimé, mais on n'avait pas pu, tu sais, voir les tests. D'habitude, on s'implique beaucoup, tu sais, dans nos projets. Puis on avait fait un projet que chaque t-shirt vendu, on donnait un masque à quelqu'un du domaine de la santé qui avait besoin d'avoir accès à un couvre-visage. C'est des OBNL ou des gens qui étaient bénévoles. Ça a été comme le printemps là, 2020. On était comme en mode, genre, on sauve les emplois, on sauve l'atelier, puis il y a des choses qu'on voulait mettre en place depuis longtemps, comme la prévente. Tu sais, pouvoir dire, ben, au lieu qu'on fabrique des choses puis qu'on essaye de vous les vendre, voulez-vous nous dire ce que vous voulez, puis on va vous les fabriquer? Ouais. Comme ça, tu sais, c'est plus logique, puis on risque moins d'être pris avec des grandeurs ou des couleurs à la fin qui sont dépareillées ou que ça l'a habitué notre clientèle à faire de la précommande. Maintenant, tu sais, c'est comme presque naturel pour eux de commander avant que ce soit cousu. Ça faisait longtemps qu'on voulait mettre plus d'énergie sur la vente directe avec nos clients au lieu de travailler avec des distributeurs. Puis on en fait presque plus de distribution, c'est juste maintenant notre site web puis notre boutique physique. Est-ce que vous aimez la discussion que vous écoutez présentement? Est-ce que vous voulez rester au courant des prochaines entrevues de Femmes de Fer? Si vous répondez oui à toutes ces questions, alors abonnez-vous dès maintenant à l'infolettre pour connaître des femmes ultra inspirantes. Rendez-vous dans la barre de description de l'épisode pour retrouver le lien. Puis je sais, maintenant, on parle beaucoup de vêtements, mais vous faites aussi d'autres choses, là. Vous développez des objets pour la maison, parce que vous voulez trouver toujours des façons de prendre toutes vos retailles, tout ce qui se passe dans l'atelier pour les réutiliser. Comment ça fonctionne? On a développé un procédé de pâte à papier en collaboration avec Sophie d'Atelier Retail pour créer des objets 3D avec nos retails. On se sépare c'est comme un petit procédé un peu technique / notre petit côté science, mon petit côté science qui ressort. On s'est inspiré en fait des techniques de papier traditionnelles que Sophie nous avait partagées. Sophie qui a un atelier, elle utilise beaucoup de chutes de production d'entreprises locales de fibres d'origine végétale. Il faut que ce soit coton, lin, rami, chanvre, tout ça. On peut transformer la fibre pour en faire du papier. C'est une super façon de recycler la matière, mais elle disait il faut que j'arrête de recevoir des dons parce que je peux pas, tu sais, je suis pas cascade, là, je peux pas faire 1000 feuilles par jour ou des milliards de feuilles par jour. Il y a ben trop de retails textiles à Montréal dans l'industrie, puis on s'entend que c'est des marques comme Atelier B là, avec qui elle collabore, Deyalo, SR, tu sais, des petites entreprises qui travaillent la fibre naturelle. Elle dit vous en produisez ben trop pour que je puisse toutes les recycler, là, comme ralentissez, arrêtez de m'en donner. Puis nous, on est allé la voir en disant, mais nous, on veut pas vraiment faire du papier, on veut faire des objets 3D. Est-ce qu'on peut comme transformer la matière, mais au lieu d'en faire des fines feuilles, créer des matériaux 3D. On a fait du prototypage avec elle, presque de la sculpture là, à la main. Tu sais, on a cette attention-là à l'atelier pour comme les techniques traditionnelles puis le savoir-faire qui est presque ancestral. Mais en même temps, comment on peut intégrer la technologie dans une optique de développement durable puis de mettre à profit les nouvelles technologies pour pouvoir résoudre un plus gros problème. Donc, avec cette philosophie-là, on a approché, justement, je parlais tantôt de s'entourer puis de trouver des collaborateurs. Puis on a approché différents organismes du milieu du recyclage, mais aussi du milieu comme la fabrication industrielle, des centres de recherche un peu partout au Québec, pour se monter une espèce de réseau d'experts qui pouvaient nous aider à solutionner ces produits-là pour passer de l'artisanal, où genre en une journée, j'arrive à faire
un abat-jour. Puis à trouver des solutions pour dire, est-ce qu'il y aurait moyen de travailler, je sais pas, par moulage ou avec de la chaleur ou pour arriver à faire une ligne de produits. Puis, encore une fois, comme quand on a lancé Atelier B en 2007, c'était une place qui était disponible, ben ça, les gens disaient, OK, comment ça? C'est une bonne idée, comment ça que personne le fait? Comment ça que ça existe pas? C'est juste parce que c'est beaucoup de recherche, puis c'est beaucoup de temps, puis c'est beaucoup de volonté pour comme éviter. C'est beaucoup plus simple, en fait, juste mettre ça aux poubelles, tu sais. Oui, c'est sûr. Surtout que nous, au Québec, le volume de déchets qu'on produit, on n'a pas besoin de payer pour ça, tu sais. C'est pas des assez gros volumes que je dois payer un système privé pour qu'ils viennent le chercher. Fait que, tu sais, c'est gratuit, la ville s'en occupe, ils viennent chercher mes déchets. Pourquoi je ferais les choses autrement? Pourquoi je me compliquerais la vie, tu sais? Ben, c'est ça. Nous autres, on est comme ça. Vous compliquez la vie. On l'aime, cette matière-là, tu sais. Ouais. Il restait des tonnes par année de matériaux qui avaient été... Tu sais, c'est de la belle matière. On optimise nos placements et les marqueurs pour couper les vêtements, mais c'est sûr qu'il y a tout le temps des bouts qui restent. Puis, tu sais, avec les bouts, là, on a dit, OK, on va faire des vêtements pour enfants. Puis là, ben, avec les petits bouts qui restaient, ben, on a dit, on va faire des pluches pour enfants. Mais il en reste toujours des petites retailles que ça nous brise le cœur de le mettre aux poubelles. Parce que c'est de la belle matière de qualité. Les couleurs, tu sais, du lin vert gazon, bleu cobalt, tu dis, c'est ça, il doit y avoir quelque chose à faire avec ça. C'est comme une bonne matière première, tu sais, même si c'est en mini morceaux. C'est ça. On travaille principalement avec un centre de recherche qui s'appelle Innofibre, qui est à Trois-Rivières. On est en train de trouver des façons de travailler par moulage. Puis là, l'idée, c'est qu'il n'y ait aucune perte. Tu sais, qu'on utilise 100% de la matière, qu'il n'y ait pas de retaille de ces projets-là non plus, tu sais, puis qu'on puisse les retransformer eux aussi à l'infini. Donc là, les clients nous amènent leurs shirts de lin qui ont tellement porté qu'on voit à travers. Pas de problème, on enlève les boutons. Puis nos boutons, c'est les mêmes boutons qu'on utilise aussi depuis 8 ans. Donc, si on perd un bouton, ben puis ça fait partie comme de l'éco-conception, là, comment penser nos produits pour pouvoir facilement les réparer, les réutiliser, puis pour pas qu'il y ait de gaspillage de matières premières. Donc, bref, on enlève les boutons, on met le shirt de lin avec les retailles, on les classe par couleur. Puis ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant parce que les centres de recherche ou les gens qui travaillent dans le domaine du recyclage, ils ont pas l'œil du designer, tu sais, de l'artiste. Fait qu'eux sont habitués, ils font comme une espèce de pâte brume. Puis ils font ça devient brun. quelque chose pour emballer des iPads. Là. C'est ça leur vision. Ouais. On fait du brun. Puis nous, on est comme, ben non, on va travailler les couleurs, on va travailler les textures. Moi, mon lyocell, le piment, il est beaucoup plus saturé. Le lin, c'est plus délavé, mais c'est intéressant. Ça peut faire un beau demi-ton. C'est un autre langage qu'ils connaissent pas. Fait en travaillant ensemble, ça peut donner des choses super intéressantes. Puis nous, ben, ce qu'on rajoute à ces produits-là, c'est qu'on va pas faire l'emballage de iPad avec ça. On va faire un bel objet design pour la maison. Ce que eux, il y aurait pas le potentiel de concevoir ou de. Donc, c'est comme c'est ça vient complémenter, puis on s'apporte beaucoup, puis ça fait qu'on a réussi, comme c'est un domaine problématique, l'industrie du vêtement, puis que c'est une niche qui avait pas été intéressée par personne, ben on a réussi à aller chercher du financement pour nous aider à mettre ça en place puis avoir des ressources à la hauteur de nos ambitions. On a la SODEC, on a Recycle Québec qui sont embarqués, fait que ça crée comme un mouvement puis chacun de ces organismes-là souvent nous met en contact avec des gens qui sont complémentaires à nous puis qui peuvent nous aider. Fait que là, c'est devenu comme une grosse partie de notre travail, ce développement-là. Super inspirant. À vous écouter parler, votre savoir-faire, puis c'était une impression au départ, puis à vous écouter parler, vous confirmez mon impression. Là. Est-ce que c'est un intérêt? Est-ce que ça se peut d'aller parler de votre savoir-faire ailleurs dans le monde? Ben, c'est un peu pour ça, je pense qu'on a été approchés par l'UQAM puis par Concordia pour enseigner. Il y a des gens qui sont venus nous demander si on veut l'enseigner. Fait que ce savoir-faire-là, je pense qu'il intéresse quand même certaines communautés. On fait aussi des conférences. Là, j'en ai eu une hier, on enseignait avant-hier. J'ai fait une conférence sur l'économie circulaire puis l'éco-conception. Mais tu sais, pour l'instant, ça reste local. Mais moi, je suis super ouverte. Les gens veulent m'entendre. On avait été invités à La Haye pour aller parler de notre projet. Oui, c'est vrai. Avant la pandémie, le dernier voyage qu'on a fait,
À l'extérieur, on est allé aux Pays-Bas présenter un événement pour la francophonie. Fait qu'on représentait le Canada, puis on allait présenter, dans le fond, justement, le côté innovateur puis avant-gardiste du développement durable d'Atelier B. Notre seule conférence internationale. International. Ben, peut-être qu'éventuellement, il y en a d'autres qui vont arriver quand vous allez pouvoir voyager encore plus. If someone is listening, we accept tracks. On lance ça dans l'univers. Le temps file, puis moi, je vais vous poser mes dernières questions de podcast que je pose à tous mes invités. Ben, je vais commencer avec Catherine, mais les deux peuvent vous répondre. Pourquoi as-tu de la gratitude aujourd'hui? Savoir s'écouter, écouter notre petite voix là, qui nous parle. Ouais. D'avoir appris à l'écouter. Je vais être plus simple que ça, plus terre à terre. Quand on débarre la porte le matin, chaque matin qu'on arrive à l'atelier, moi, je suis pleine de gratitude. J'aime ce lieu. C'est très drôle parce que ce matin, Marie a passé la balayeuse. Puis Sarah, qui travaille dans l'atelier, elle dit « Coudon, on attend-tu la visite? » Puis la Marie, elle dit « Oui, vous. » Non, on dit « Oui, les gens les plus importants. » Puis Catherine te dit en même temps que moi « Vous autres! » On le dit ensemble comme des... Mais c'est vrai, on n'a pas de visite, mais... C'est déjà de la visite. Nous, on est déjà de la visite. On est déjà précieux. Vous prenez soin de vos employés, de votre équipe. Ils méritent. Qu'est-ce qu'un leader positif? Quelqu'un qui est capable de partager ses valeurs puis de mobiliser les gens. Tu sais, souvent, on va penser à nous, qu'est-ce qu'on aimerait, mais c'est eux qu'il faut aller voir, c'est les employés, puis il faut les écouter. On parle souvent de bienveillance. Le meilleur conseil que vous avez reçu? Je pense qu'on l'a pas reçu, mais on s'en est rendu compte assez vite de s'entourer de gens qui ont plus d'expérience que nous, qualifiés, de qualité, qui nous ont appris énormément, qui ont pallié pour notre manque d'expérience. Notre naïveté. Mais on s'en est rendu compte assez vite. On a rapidement arrêté d'écouter les conseils de notre famille puis de nos amis, de nos chums, pour à la place écouter les conseils de gens d'expérience. Oui, OK, oui. Je comprends. Ça, rapidement, c'est notre projet, puis les gens souvent ils ont plus peur que nous, les gens qui nous aiment. Ouais. Ils ont plus peur que nous des conséquences de nos décisions, genre de tout lâcher pour partir une entreprise, de tout investir, de s'endetter. Tu sais, c'est quand même des choses stressantes. On n'allait pas consulter notre famille, nos amis pour les décisions reliées aux affaires. On allait consulter des gens qui étaient objectifs. Au lieu de donner des contrats aussi à nos amis pour les encourager, à la place, on a commencé à donner des contrats à des gens qui avaient 20, 30 ans d'expérience puis qui nous l'enseignaient. Puis après ça nous permet, nous, d'engager la relève puis de les aider à démarrer de façon plus solide. C'est comme un retour du balancier. Fait que quand on n'a pas d'expérience, on s'entoure de gens de plus d'expérience. Puis une fois que nous, on en a, ben là, allons redonner à la communauté. Le moment dont vous êtes le plus fier? Moi, je suis fière qu'on soit encore là. Je trouve ça un peu incroyable. Tu sais, je disais l'autre fois qu'on était un peu comme de la mauvaise herbe, là. L'atelier B existe encore, comme il y a eu toutes ces épreuves, tu sais, même la pandémie a pas réussi à se débarrasser de nous, tu sais, on est encore là, on s'y proche. Fait que je pense que je suis fière d'exister, c'est ça, d'avoir passé toutes ces épreuves-là, d'avoir vieilli avec le projet aussi. Je suis fière aussi que nos enfants, ils aiment l'atelier comme nous. Moi, mon fils, ça fait un bout qu'il est pas venu. Maman, là, ça fait longtemps que je suis pas allée à l'atelier, là. Tu sais, on avait ce rêve-là que quand on a ouvert ici, on voulait que ce soit un lieu rassembleur. Oui. Parce qu'on pouvait plus recevoir personne dans notre petit appart. On s'est dit, on va ouvrir un lieu, puis les portes vont être ouvertes, il va y avoir des heures d'ouverture, puis ça va être comme accueillant puis vivant. Puis là, quand on a pensé à devenir des mamans, on s'est dit, ça serait le fun que ça devienne leur quartier général à eux aussi. Puis là, des voir ici, puis tu sais, il y a du matériel de bricolage tout le temps sorti. Il y a comme mon fils, il voulait célébrer son anniversaire ici, il voulait que son party de fête, on le fasse à l'atelier. Il y a quelque chose de ça, je suis fière de ça. Ouais. Ah, c'est beau ça. C'est la famille finalement est inclus et c'est naturel. Quel outil que vous utilisez à tous les jours qui vous aide énormément dans votre quotidien? Moi, j'ai beaucoup d'affection pour cette machine-là. C'est quoi? Je la regarde depuis tantôt en arrière. Il y a des gros rouleaux. C'est un passeur à patron. OK. Donc, quand je fais mes patrons, je peux les imprimer sur cette imprimante-là. Moi, j'ose pas y toucher. Personne n'a le droit d'y toucher. Okay. C'est le bébé à Catherine.
ça permet d'avoir une rapidité dans notre création, tu sais, parce qu'on est un peu pris avec les patrons digitaux, faut les imprimer, puis avant c'était, vu que c'est une machine qui est quand même dispendieuse, fallait les faire imprimer chez un sous-traitant, aller les chercher quand c'était prêt. Et qu'il y avait comme, on perdait une spontanéité pour la création. Catherine, elle avait une idée, elle faisait le patron, puis même avant, on avait quelqu'un d'autre à l'externe qui faisait les patrons. Fait qu'il y avait tellement d'étapes avant qu'on puisse voir le résultat. Maintenant, en 2 heures, ça peut être, on peut être en train de faire un fitting. Mais moi, ce que j'aime beaucoup comme outil, j'utilise tous les jours, c'est notre petit logiciel de communication. On utilise Slack avec l'équipe. Il fallait trouver une solution dans les dernières années parce qu'on était plus nombreux, puis là, on perdait le fil de nos idées. Puis on a créé plein de petits canaux de communication là-dessus. Puis il y en a beaucoup qui sont réservés pour des jokes, pour des recettes. On a un channel de compliments où on met les compliments des clients, mais là, on a commencé à se mettre des compliments aussi entre nous. Puis c'est comme si... Puis il y a un channel qui s'appelle Bingo, parce qu'on répète tout le temps les mêmes affaires. Fait qu'à chaque fois, on dit qu'on va faire des cartes de bingo avec les trucs qu'on répète tout le temps pour gagner des points. Il y a comme toutes les inside jokes, puis les petits moments complices de l'atelier, de les avoir aussi. Puis surtout, là, vu que on n'a pas tous les mêmes horaires, puis ça nous permet d'avoir comme cette façon de presque de communier entre nous. Là. Ça, je trouve ça important. Est-ce que vous lisez un livre en ce moment? Ben, j'ai commencé la lecture du livre Atelier B. Oui. Ça fait 8 mois qu'on travaille dessus, on vient de l'avoir dans nos mains. OK. Qu'est-ce qui se passe dans ce livre-là, justement? Parlez-moi ça. Il y a vraiment une diversité de tons et de points de vue du livre. Il y a des textes que nous, on a écrits qui sont très personnels. On a demandé à plein de collaborateurs aussi de nous dire comment ils percevaient le projet selon leur médium ou leur point de vue. Fait qu'il n'y a pas juste des textes aussi, il y a aussi des images puis des illustrations. L'équipe a fait un espèce de plan de où est-ce qu'ils imaginaient Atelier B dans le futur, avec des dessins puis un petit texte. Y a-tu des aliens habillés par Atelier B ou on s'est pas rendu là? Non, mais c'est une bonne idée. J'en prends note. Je vais aller l'écrire dans le Slack. Puis moi, je suis en train de lire Pompière et Pyromane de Martine Delvaux. On change de ton, là. Wow! Sur ma table de chevet, c'est ça qu'il y a, mais je lis vraiment pas beaucoup depuis que je suis maman. Moi, je lisais le soir. Puis le soir, je suis trop fatiguée pour lire maintenant. Fait que là, je sais pas comment je vais trouver une façon de réintégrer ça dans mon quotidien parce que ça me manque beaucoup. Tu vas attendre que ton enfant grandisse. Ouais, c'est ça. Faudrait qu'il grandisse bientôt. En terminant, je veux savoir qu'est-ce que ça veut dire pour vous, femme de fer. On associe beaucoup la féminité à la douceur. C'est pas toujours positif pour nous. Les femmes d'être perçues comme, tu sais, des gens qui prennent soin, puis qui sont douces, puis qui mettent les autres de l'avant. Tu sais, ça peut être un défaut. Hein? C'est comme des fois, il y a l'envers de la médaille aussi. Fait que là, de venir mettre femme et de fer côte à côte, je trouve qu'il y a quelque chose dans le, tu sais, rétablir un peu l'équilibre. Montrer qu'on peut être forte aussi, puis qu'on peut accomplir des grandes choses, puis se balancer avec cette idée préconçue qu'on a de la féminité qui est peut-être en retrait, discrète. On a cet avantage-là des fois de prendre les gens un peu par surprise quand on est des femmes parce qu'ils nous voient moins comme une menace ou comme tu sais, pas comme une menace, mais en affaires, là, nous, en tout cas, je sais que des fois, on n'est pas pris au sérieux parce qu'on est moins jeunes, mais au début, on était des jeunes femmes. T'sais, on avait souvent le commentaire de « Ah, vous êtes étudiante, ah, vous êtes stagiaire » ou il y avait des fournisseurs, des fois, ils prenaient pour acquis qu'on n'allait pas vraiment la passer, la commande, qu'on n'avait peut-être pas ces fonds-là. Il y avait beaucoup de préjugés face à nous. Génial. Merci beaucoup, beaucoup, les filles, pour votre temps ce matin. Est-ce là, maintenant que ça fait 10 ans que vous êtes installées dans le local d'Atelier B, qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour les prochaines 10 années? Moi, je nous souhaiterais de rester à l'affût, de continuer d'innover, de pas s'asseoir sur nos acquis, se laisser s'inspirer, puis se laisser rêver aussi. Ouais, c'est quelque chose qu'on avait perdu, ça, l'envie de rêver, parce qu'on était dans le quotidien, dans la gestion des problèmes. Puis à un moment donné, on s'est rendu compte, faudrait peut-être plus rêver puis plus avoir du fun. Fait que je nous souhaite du fun et des rêves. Je vous souhaite ça pour les prochaines 10 années. Merci, Sophie. Bye. Bye. Salut.
Merci d'avoir écouté l'entrevue jusqu'à la fin. J'ai énormément de gratitude pour votre présence et j'espère que vous êtes totalement inspirés. Si vous voulez garder contact, rendez-vous sur le Instagram de Femmes de Fer et vous pouvez également vous abonner au Patreon de Femmes de Fer pour encourager l'équipe à produire encore plus de contenu pertinent pour vous. Je vous souhaite une magnifique journée.